Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 14 juin 2016. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, tel que promis, je finis par tenir mes promesses. Je vous parle encore de Lucien Robattet, Les Deux Étendards, que je vous montre à l'écran. Et je vous parle également de ceci, la biographie de Simon Leys, de Philippe Paquet. Simon Leys, navigateur entre les mondes, paru chez Gallimard. Et c'est en fait par le biais de cette biographie consacrée à Simon Leys que j'en suis venu avoir envie de lire Les Deux Étendards. Je vais donc vous lire un ou deux passages du biographe qui nous cite Simon Leys. Et après, je vais vous lire deux ou trois passages des deux étendards, lecture que je fais très lentement, étant un adepte de la lecture lente. Et plus tard dans la journée, je vais faire une deuxième vidéo. C'est un programme double aujourd'hui, n'est-ce pas? Longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et je réfléchissais justement au fait que c'est ma deuxième chaîne et je pense que je l'accepte maintenant. Je considère, j'ai fait 1100 vidéos sur la première. C'est clos, je n'ai plus accès à cette première chaîne. On continue de s'y abonner, on continue de s'y désabonner. Je pourrais la supprimer au complet, mais ce qui serait absurde car plus de 1100 vidéos, j'ai calculé que ça représentait environ 8-9 jours consécutifs d'écoute. Alors, quelqu'un qui débuterait la première vidéo et qui l'écouterait aurait à me subir pendant 8 jours. Alors, une torture incroyable. Même les Américains n'ont pas fait mieux à Guantanamo. Alors, pour arracher des aveux, on se demande quelle sorte d'aveux peuvent-ils arracher, enfin. Qu'est-ce qu'un petit soldat peut avouer quand même les grands généraux ne savent rien de ce qui se passe? Alors, 1100 vidéos où j'aurais erré, les preuves sont tellement accablantes sur mon manque de jugement, sur mes errances multiples, que moi, contrairement à la plupart des gens, je connais sans arrêt. Tout le monde dit, en fait, cette fameuse phrase. Moi, quand j'ai tort, je l'admets. Mais je n'ai jamais entendu personne dire « Moi, j'ai tort ». Moi, je ne peux pas dire ça. Je me suis tellement trompé, et à moins de les faire disparaître, ces 1100 vidéos, ce que je ne ferai pas, eh bien, elles sont un témoignage accablant de mon manque de jugement. Alors, c'est scientifique, c'est empirique, c'est démontré. Les hypothèses sont dûment vérifiées. Je me trompe beaucoup. Donc, moi, je peux affirmer, à défaut d'affirmer en tout cas, que quand moi j'ai tort, eh bien, je le dis, eh bien, moi, je peux dire, je me suis si souvent trompé que j'en suis venu à m'octroyer le droit de me tromper. Le privilège même de me tromper. Je me suis trompé, je me trompe, et je me tromperai à nouveau. L'important, c'est de ne pas vous tromper sciemment. Je vais sans doute encore vous mener en bateau, mais sachez que je suis moi-même trompé par mon manque de jugement. Alors, est-ce que je vais continuer à l'exercer, ce jugement, en sachant très bien qu'il est un outil maladroit entre mes mains? Oui, sans doute. Car comment se priver de l'exercice de la parole ou du jugement? Alors, on navigue à vue. Moi, je navigue à vue sur un rafio qui prend l'eau de toutes parts. Je le sais. Mais je continue. Alors, est-ce que je ferai mieux dans la deuxième partie où je recommence à zéro, le deuxième volet, une deuxième chaîne qui se passe dans ma librairie, comme vous le constatez. La première avait lieu, la première se déroulait dans ma bibliothèque privée. Alors, on va dire
1100 vidéos dans ma bibliothèque privée où je vous montrais la folie d'un lecteur. Et bien maintenant, dans la deuxième séquence, dans la deuxième partie, dans la deuxième stade de mes vidéos, eh bien, ça va être dans ma librairie. Et là, vous y verrez un libraire manquant de jugement. Alors, nous passons de la passion à les égarements du jugement. Là où je pense ne pas trop me tromper, cependant, disons-le, c'est dans mon amour de la littérature. Un amour si réel ne peut se tromper. Il y a quelques minutes, on me demandait ce que je pensais d'un auteur fort en vogue, que je ne nommerai pas ici, mais un auteur qui n'a pas besoin de mes yeux. Il vend des centaines de milliers d'exemplaires. On me demandait ce que j'en pensais et j'ai répondu que je n'avais jamais eu envie de le lire. Est-ce bon signe? Et que je n'irais pas vérifier ce non-désir-là, qui est le mien, à l'égard de cet auteur-là. Alors, je vais faire une deuxième vidéo plus tard, programme double, vous disais-je, où je vais vous montrer les livres que j'ai achetés sur la rue Saint-Laurent. Gallimard, la librairie Gallimard, sur la rue Saint-Laurent, organise une vente trottoir. J'ai trouvé des choses fort intéressantes et je vais vous les montrer. Je vais vous montrer à l'écran ma petite pêche sur la rue Saint-Laurent. Alors, revenons à Simon Leys, qui lui m'a donné le goût de lire Les Deux étendards de Rebattet. Mais on sait également que beaucoup d'autres écrivains ont loué le travail de Lucien Rebattet. En fait, Les Deux étendards, non pas l'œuvre ni l'homme, on le sait. Le personnage était plutôt ignoble, plutôt infect. Alors, on y retrouve Roger Nimier, Antoine Blondin, René Étiamble, Marc-Édouard Nab chez les contemporains, Georges Steiner, Paulhan, on prononce Paulhan et non pas Paulhan, mais Paulhan. Et voilà, et ce sont de très très bons écrivains, de très très bons critiques. Alors à la fin d'avoir lu que Simon Leys tenait ce livre-là en grande estime, eh bien, ça m'a convaincu de le lire. Alors ce qu'il dit. Dans cette logique, il est des hommes qui n'auraient pas le droit d'écrire ou qu'il faudrait à tout le moins s'interdire de lire. Cette conception, Simon Leys la récusa à Louvain-la-Neuve en recommandant de redécouvrir un auteur maudit, Lucien Rebattet, et son œuvre majeure, Les Deux étendards, tombée aux oubliettes de l'histoire littéraire. Si l'homme fut assurément abject, s'empressa de concéder le conférencier, qui pouvait craindre de s'entendre reprocher une nouvelle provocation, le roman de plus de 1000 pages, publié en 1951 par Gallimard dans sa collection blanche, devait compter, selon lui, parmi les chefs-d'œuvre du XXe siècle, sinon de toute la littérature française, un avis partagé aujourd'hui par les spécialistes et formulé dès la parution du livre par certains esprits éclairés, peu suspects de sympathie pour les idées de Rebattet, dont Camus, Georges Steiner, qui cria au génie, et Étiamble, qui le jugea digne du prix Goncourt. Par les spécialistes, mais ce n'est pas un livre, en fait, qui est destiné aux spécialistes. C'est ça la merveille de ce livre-là. Et je me permets de revenir, moi, sur ce qui me frappe. C'est qu'au fond, à mon avis, c'est le meilleur roman écrit, en tout cas, c'est le meilleur roman que j'ai lu sur l'éclosion de la sensibilité artistique chez des adolescents, de très jeunes adultes. Alors souvenez-vous, remettez-vous, amis lettrés, amoureux des lettres, dans l'état d'esprit que vous êtes lorsque vous étiez adolescent. Vos premiers émois littéraires. Vous aviez sans doute une amie, un ami, un copain, avec qui vous échangiez pendant des heures sur les mérites respectifs de tel ou tel auteur. Ou encore, vous écoutiez sans arrêt
telle pièce de Moussorgsky, ou Stravinsky, ou Beethoven, ou que vous lisiez avec une fièvre Dostoïevski et que vous en parliez autour de vous pendant des soirées entières. Ces jeunes-là, ces jeunes que nous étions, les jeunes qui nous ont précédés, et les jeunes d'aujourd'hui, et les jeunes de demain, seront encore enfiévrés par le contact de ces œuvres. Ces œuvres qui nous annoncent la vie, au fond, ces œuvres qui nous permettent d'agrandir notre conscience, qui nous permettent de développer notre sensibilité, qui donnent un chatoiement particulier à l'existence, qui ajoute une saveur, qui bonifie la vie, qui la rend plus intense, plus riche, plus ouverte de possible. Comme l'est une adolescence qui se coltine aux grandes œuvres du passé ou du futur. Alors les deux étendards, c'est la naissance d'une sensibilité. Et pour ma part, je n'ai jamais rien lu de tel. Et là, on ne dit rien non plus parce qu'il y a le sentiment amoureux. Hein? Vous le savez, c'est un triangle amoureux. Et ce triangle-là naît dans un désir mimétique, un désir shakespearien. Le principal protagoniste, l'alter ego de Lucien Rebattet, Michel, tombe amoureux à la suite de l'expérience de l'amour de l'autre. Il ressent le désir amoureux qu'éprouve son ami pour cette jeune femme formidable, et par avance, il est amoureux. Et je vais vous lire le petit passage, en tout cas, je vais vous lire un petit passage de conclure là-dessus. Parce que je vais vous en reparler. Je vais vous en reparler du Rebattet. Bon, on nous dit ici que le livre ne remporta aucun succès. Il en a encore très peu, quoique il a encore des adeptes, j'en suis un. Alors, on nous dit, oui, que c'est un sale type, que Rebattet est un sale type. Ce qu'on nous dit ici, dans les années 20, deux amis lyonnais, Michel Agnostic et Régis, qui se destinent à la prêtrise, nouent avec Anne-Marie une relation triangulaire dans laquelle l'amitié, l'amour mystique et la sensualité se heurtent de façon déchirante. On comprend pourquoi ce roman, dont il saluait la beauté envoûtante, avait pu enchanter Pierre Ryckman, Simon Leys, qui s'en expliquait en citant Nabokov. Pour moi, disait celui-ci dans une interview, un ouvrage de fiction n'a d'existence que dans la mesure où il me procure ce que j'appellerais simplement le bonheur esthétique, c'est-à-dire ce sentiment d'être transporté d'une certaine façon en un certain lieu où je me trouve mis en relation avec d'autres modalités d'existence pour lesquelles c'est l'art, la curiosité, la tendresse, la bonté, l'extase qui constituent la norme. Il n'y a pas beaucoup de livres qui ont ce pouvoir-là. Ce qui interpellait Simon Leys demeurait cependant la contradiction déroutante entre la qualité exceptionnelle de l'œuvre et la médiocrité morale de l'homme qui l'a réalisée. Contradiction d'autant plus frappante qu'il ne fait aucun doute que Lucien Rebattet s'est littéralement incarné dans les deux étendards. Mon livre m'a coûté 3 années pleines d'immenses labeurs, confia-t-il au docteur Pierre-Jean Digné, peu de temps après sa sortie de prison. Je l'ai écrit avec mon cœur et mon sang. Je l'ai nourri de tout ce qu'il y a en moi de plus vivant et de plus profond. Sans doute la solution réside-t-elle dans une observation de l'écrivain catholique Hilaire Belloc, que Leys cita
dans une de ses chroniques destinées aux magazines littéraires, quand une œuvre est réussie, le fait que ce n'est pas seulement un homme qui en est l'auteur, mais un homme inspiré. Inspiré, oui, sans doute, mais pas au sens religieux, car Rebattet n'était pas un croyant, il détestait les catholiques. Et ce qui est encore plus extraordinaire dans son livre, c'est que il nous fait pénétrer les arcanes du catholicisme de l'intérieur. Pas tant dans ses structures, mais que dans sa généalogie psychique, dans son fondement spirituel. Et ça me faisait penser à ce que disait Lacan: pour être véritablement athée, il faut être théologien. Autrement, nous ne sommes que des ignorants. Pour pouvoir contester une doctrine si finement élaborée qu'est le catholicisme, il faut pouvoir rentrer dans ses raisons, rentrer dans sa genèse, rentrer dans son développement pour pouvoir en démonter les rouages. Mais ce n'est pas une mince affaire. Alors, je vais conclure en vous lisant un petit passage. Alors, nos deux hommes, Michel et Régis, vont à la rencontre d'Anne-Marie. C'est la première fois que Michel rencontre Anne-Marie. Et il y a ici ce passage-là, à mon sens, est extraordinaire, car c'est deux amis, comme je vous l'ai dit. Et déjà, Michel, on sent qu'il va être amoureux d'Anne-Marie. Mais malgré toute leur complicité, on sent poindre la jalousie, le dard de la jalousie. Ils étaient arrivés à l'angle de 2 rues faubouriennes, désertes, mal pavées, chichement éclairées, avec des flaques d'eau noirâtre qui ne devaient point sécher de l'hiver, entre d'obscures revêches et inégales bâtisses pour prolétaires. Tu vois que pour un décor vulgaire, on ne fait pas mieux, dit Régis. Nous sortons trop rarement ensemble dans le centre. Nous connaissons trop de monde. Que veux-tu? Nous n'avons pas les mêmes libertés qu'à Paris. Du reste, s'il faut nous cacher un peu, je ne m'en plains pas, au contraire. Si tu savais combien tous ces pauvres coins-là ont de charme pour moi. Il s'était arrêté au bord du trottoir, chétif. Michel n'aurait pas voulu que le silence s'installât, mais il ne trouvait plus aucun mot. Une crampe singulière lui étreignait depuis quelques instants, la poitrine. Je ne sais pas ce qui me prend, dit Régis. Voilà que je tremble comme une feuille. Moi aussi, murmura Michel. Voilà que je me sens incroyablement ému. Elle devait être là, maintenant. Elle est toujours si exacte. Que se passe-t-il? La nuit était venue tout à fait. Un réverbère leur montrait l'un à l'autre leurs figures durcies. Michel sentait l'angoisse envahir son ventre, monter jusqu'à sa gorge. Il étouffait. Il frissonnait. Régis tout à coup se pencha sur lui, une pensée soudaine dans le regard. Dis donc, tu ne vas pas te mettre au moins à l'aimer? Michel se rappelait subitement qu'il attendait depuis le matin cette parole. Il eut un petit sourire, un mouvement imperceptible et mélancolique des épaules. Faudrait-il que je te fasse un serment solennel? Régis hochait la tête. Excuse-moi, mon pauvre vieux. Je ne sais plus ce que je raconte. L'attente se prolongeait et l'angoisse de Michel resserrait encore ses tenailles. 2 fois, une forme noire était apparue, lui faisant sauter le cœur jusqu'à la bouche. J'ai les jarrets coupés. Dans 1 minute, elle est devant nous. Je saurai qu'elle est laide, c'est sûr, et je suis imbécile.
une collégienne comme celle de ce matin, et qui ne sera même pas excitante. Qu'est-ce que Régis voulait donc que je lui dise? Je ne me souviens plus de rien, c'est absurde. Elle ne vient pas. Ah, après tout, tant pis, bon débarras. Si nous partions, ça m'ôterait un rocher de l'estomac. Et cependant, je ne veux pas. Je suis cloué sur place. Si nous partions, je serais désespérément triste. Régis soupirait. Elle n'a manqué que 3 rendez-vous en 2 ans. Mais sur les 3, il y en a 2 le mois dernier. Elle était malade. Est-ce que ça recommencerait? C'est elle. Non, c'est une femme qui entre dans un magasin. Ils se penchaient vers la rue sombre, écarquillant leurs yeux. Michel était à présent glacé jusqu'à l'échine. Il allait être incapable de ne pas claquer des dents. Un rire clair retentit presque dans leurs cous. Ils se retournèrent. La jeune fille était là, joyeuse, sous la maigre lumière. Michel perdit le souffle dans la trombe d'allégresse qui l'inondait, puis il respira jusqu'au fond des entrailles. « Elle est jolie et bien habillée. » Alors voilà, c'est tout pour l'instant. Alors je nous donne rendez-vous dans 2 heures pour la pêche miraculeuse sur la rue Saint-Laurent. Alors je vous invite à vous abonner à ma chaîne, vous connaissez la suite. Ma librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur, dans le quartier, pour l'instant encore, quartier Côte-des-Neiges à Montréal, car d'ici quelques jours, je me mets en quête d'un nouvel local pour abriter mes livres. Portez-vous bien. À tout à l'heure. Merci. Bonne journée. Oh, vous pouvez me joindre à ma librairie 514-736-0999.